On va peut-être commencer du début, parce que sinon on va tout le temps... Voilà. Alors en fait, simplement le jour où ils ont été attaqués, le matin de bonne heure, c'était à la nuit, oui. À la fin de la nuit, voilà, oui. où ils ont été attaqués à Joquin. En fait, effectivement, papa était de garde. Ils étaient deux de garde. Il avait 19 ans, papa. Hein. C'était un des plus jeunes du maquis. Il était de garde. Et effectivement, ils attendaient, ils étaient donc cachés dans cette ferme, et ils attendaient des renforts. Et donc, il a entendu les camions arriver, mais sur le moment, il a cru que c'était les renforts. Ils ont cru que c'était les renforts. Et c'est, à un moment donné, il a entendu un bruit bizarre. Et il s'est dit, c'est pas les renforts. Et ce bruit bizarre, c'était un bruit métallique. Parce que les Allemands, ils avaient à la ceinture une sorte de gourde en métallique. Et quand ils ont sauté du camion, ça a fait un bruit. Et le masque à gaz, c'est nervuré là. Et ça a fait ce bruit ça métallique. Fait du bruit, voilà. C'est et papa a dit non, ça c'est pas les résistants, c'est pas le... Et du coup, il a compris, et après il s'est approché, il a entendu parler allemand, et tout de suite, il est parti en courant pour prévenir ceux qui étaient à la ferme qu'ils puissent partir, qu'ils puissent se sauver. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Hein, et quand il s'est mis à courir, bien sûr, les Allemands l'ont repéré et lui ont tiré dessus. Hein, papa, il s'est fait tirer dessus. On ne sait pas comment, il dit tout le temps. C'est parce que j'avais 19 ans et que je courais vite. Et il courait dans le maquis et il avait les branches qui tombaient, qui lui tombaient dessus parce que c'était les balles qui cassaient les branches. Et lui courait comme ça, tête baissée. Et voilà. Et quand il est arrivé, il les a avertis, mais les Allemands suivaient de près et ils n'ont pas pu tous se sauver. Et certains, donc, ont été tués immédiatement, d'autres ont été faits prisonniers. Et justement, ce qui était quand même très, très moche, c'est que les prisonniers, qui normalement auraient dû être considérés comme des prisonniers de guerre, normalement les prisonniers de guerre, on ne les exécute pas. Bien sûr. Mais les Allemands disaient que les nazis, on va dire, hein, parce qu'il ne faut pas dire les Allemands, oui, c'est les nazis, considéraient que c'était des terroristes. Et leur loi, je dirais, en quelque sorte, hein, ils s'arrangeaient bien avec leur conscience, disait que les terroristes, on pouvait les exécuter sur le champ, sans procès, sans rien. Donc tous les prisonniers qu'ils ont fait, ils les ont exécutés tout de suite. Et il y a eu, je ne sais pas si ça tu le sais Roland, mais il y a eu un cours, et alors c'est un cours de circonstances, c'est arrivé le même jour que le drame d'Oradour-sur-Glane. Ah oui, c'est vrai. Et il est vrai qu'à cette date-là, les Allemands savaient qu'ils perdaient la guerre. Ils savaient que... Ils étaient sur les dames, alors toutes les saloperies possibles, il fallait les faire. Voilà, ils sont allés jusqu'au bout de leur cruauté, quoi, parce qu'ils savaient qu'ils étaient perdus. C'est le plus de mal possible. Voilà, ils ont fait le plus de mal avant de partir. Donc à Oradour-sur-Glane, on sait ce qui s'est passé. Et Péronne aurait pu être un deuxième Oradour-sur-Glane. Et parce que un des résistants, un des responsables, avait sur lui la liste de tous les résistants de Péronne. Jamais, mais on ne sait pas pourquoi. Il avait la liste avec les faux noms et les vrais noms. Alors là, c'est incroyable. On ne sait pas pourquoi. Et comme les Allemands, une fois qu'ils ont fini leur massacre, pour que tout le monde le sache bien, et que le palais, parce que, en fait, l'administration française était sous Pétain, donc était avec les Allemands. Bien sûr. Donc, c'est des collabos. Voilà, c'était des collabos. Donc, ils voulaient que tout le système administratif français soit au courant et tout. Donc, ils ont voulu faire un constat par un médecin du village. C'était le docteur Bianchi à l'époque. Et c'est lui qui est venu, qui a constaté
la mort dans l'âme, le décès de ces 15 résistants exécutés. Et à un moment donné, il a vu un petit papier qui était passé d'une poche. Il disait, il a raconté, il a regardé qu'aucun Allemand l'ont dit, il a pris le papier, il l'a mis dans sa poche. Et quand il est arrivé chez lui, c'est là qu'il a constaté que c'était le papier avec tous les noms. Il a dit, si les Allemands avaient vu ça, ils exécutaient toutes les familles de Pérol et les villages présidents, parce qu'il y avait des résistants dans toutes les familles. Bien sûr. Et là, ils auraient fait un deuxième retour sur la date. Et là, les Français, quand le pilote est tombé. Ah oui, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on va terminer une histoire voilà. Le 10 juin 44. Voilà, du 10 juin 44. C'est que là, c'est des pauvres, c'est ceux qui sont restés sur place parce qu'ils ont été exécutés. Et papa nous racontait qu'effectivement, lui, avec pas mal quand même de camarades, ont pu se sauver, bien que les Allemands aient très vite installé une mitrailleuse pour... Et la chance qu'ils ont eue, c'est que ce jour-là, pourtant c'était au mois de juin, ça a été la chance de leur vie, il pleuvait. Et c'était un peu brumeux. Donc les Allemands tiraient plutôt au bruit qu'à vue. Et il y avait des restantes. Et en fait, les Allemands leur tiraient dessus, quand ils s'évadaient, chaque fois, parce qu'ils les entendaient sauter la restante. Mais une fois qu'ils avaient sauté la restante, ils sont mis à l'abri des balles, ils attendaient et puis ils repartaient. Donc c'est ça qui les a sauvés. Et papa me racontait qu'ils portaient un camarade qui avait pris les balles de la mitrailleuse en travers de tout son thorax. Et il le portait à tour de rôle. Ils l'ont sauvé. Oui, ils l'ont sauvé. Il a été sauvé, je me souviens plus de son nom. Et après, ils sont allés se cacher dans la Durance. Dans la Durance, sous l'eau, quoi. Carrément, hein, ils sont restés là assez longtemps. Et il y avait des gardes, des sentinelles tout le long de la route. Tout le long. Et s'ils avaient traversé la route en 96, ils se seraient fait tuer. Quoi. Et ils sont restés longtemps, jusqu'au lendemain. Ouais. Et là, papa m'a raconté qu'ils se sont dispersés, parce que la seule façon, c'était de se disperser. Parce que sinon, ils se faisaient encore plus comprimer. Et il m'a raconté, il fallait avoir du courage quand même. Hein. Il voulait retourner vers Pérol, bien sûr, mais il fallait traverser le pont de Mirabeau. Alors, après, ils se sont séchés et tout, ils ont attendu que les vêtements soient secs et tout, ils se sont dispersés. Et papa, dans ses vêtements, il a retrouvé sa carte du STO parce qu'il avait été réquisitionné, comme il était électricien. Service du travail obligatoire. Voilà, à une usine électrique de Saint-Auban, où normalement il avait travaillé en vélo. Mais à un moment donné, il s'est arrêté puisqu'il est entré dans la résistance. Il a préféré entrer dans la résistance que continuer le STO. Mais il avait gardé la carte. Et quand il a retrouvé sa carte, il s'est dit, bonne aubaine, il a bien tout fait sécher. Les Allemands étaient sur le pont de Mirabeau, et il s'est dit, pour traverser le pont de Mirabeau, je vais montrer ma carte. Et je vais dire que je reviens du STO. Alors il a montré sa carte et tout, STO, il a montré, parce que l'Allemand il ne parlait pas français, il a montré qu'il venait de là-bas et tout. L'Allemand il était ravi, il lui disait, ya, il était tout content. Et papa il disait, j'ai traversé, il a dit, j'ai trouvé que c'était long quand même, de traverser le pont de Mirabeau. Il va pas de numéro qu'on parle derrière. Voilà, l'air tranquille, et en me disant, cet Allemand, s'il savait d'où je viens. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a pu retrouver. Il est venu à Pérol dans le ruisseau. Et oui, après, il est venu, effectivement, et il a pu retrouver sa famille. Et papa raconte quand même qu'après, pendant un certain temps, il voulait quand même un petit peu se faire oublier. Ah, ben oui. Et c'était M. Bernard, Aimé Bernard, qui l'avait caché. Alors, non pas à Pérol, mais à l'époque, il avait une minoterie au pont de l'Arc. Oui. Voilà. Oui. Et qu'il a continué à avoir pendant longtemps, après, même si elle était plus active, à côté de l'Arc, à côté du pont. À côté du pont. Et donc, il a caché là. Il y avait des sous-sols, il y avait des caves. Il est parti entre les pieds de la vache. Voilà, c'est ça, il est parti entre les pieds de la vache pour aller se cacher là-bas.
Les Allemands sont venus, ils étaient très curieux. Ils ont regardé quand ils ont vu qu'il y avait une vache dedans. Mais ils sont partis. Voilà, parce que la vache était dans un véhicule et il est parti caché comme ça. C'est le père Bernard qui l'a emmené. Et il est resté caché un certain temps. Il a eu de la chance, hein. Ouais, oui, il a eu de la chance. Hein. Ah oui, il a vraiment eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ouais. C'est. Monsieur Bernard, il a fait beaucoup aussi. Hein. Oui. Oui. Un petit livre qui normalement doit être toujours en vente, qui a été écrit par un professeur d'histoire de Jouques. Oui. Et Mon collègue. qui s'intéressait beaucoup à la résistance, Oui, qui est est mort. décédé depuis, le Oui, pauvre, oui, hein, oui. d'une triste maladie. Eh ouais. Et, mais à la librairie de Jouques, on continue toujours à vendre son livre. Il est tout petit, donc il est vite lu, et parce qu'il a pris tous les témoignages des résistants de Jouques, ceux qui étaient encore vivants du temps où il y avait M. Livio, hein, de l'auberge du Réal, Scandolera. Hein. Donc il a pris, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a les témoignages de plusieurs personnes, et il en a fait un petit livre, et il explique tout bien sur ce qui Il a s'est fait des passé. études, il a réussi à demander à avoir les autorisations. Parce que selon les années, tu sais que tu n'as pas le droit de faire de recherche. Oui, Bon. oui, Mais selon les années, tu peux. oui, c'est Il ça. avait fait un recueil sur l'histoire de Jouques de la Résistance, Oui, c'est ça. fabuleux, Formidable, mais c'est ça. fantastique. C'est ça. Et ce petit livre, alors il n'est pas commercialisé à grande, c'est un petit éditeur qui l'a édité, mais on le trouve au magasin de journaux de Jouques. N'importe quoi. Je pense, mais on l'a, maman, mais je ne sais pas où il est là pour l'instant. Mais parce que comme il avait beaucoup travaillé avec papa, il en avait fait cadeau d'un exemplaire à papa. Et papa a témoigné aussi dans un livre, peut-être que vous pouvez le retrouver en bibliothèque, qui s'appelle Les résistances mosaïques. Oui. Alors, et c'était un professeur et inspecteur d'histoire de la fac d'Aix, et il nous avait invités d'ailleurs quand il avait soutenu sa thèse, et qui avait expliqué que, parce que souvent, quand on parle de la résistance, on dit la résistance. Et lui, il soutenait une thèse qui disait qu'il n'y avait pas qu'une résistance, Mais non. qu'il y avait plusieurs résistances. Et Toutes tout un les tas de régions, clans. voilà, il y avait plusieurs réseaux. Ça fait donc mosaïque. Hein. Voilà, et c'est pour ça qu'il avait appelé les résistances mosaïques. Et il avait fait pour toute la France. Et quand il avait fait la partie Provence, il était venu interviewer papa. Voilà. Donc, ce monsieur était, après nous avait invités quand il avait soutenu sa thèse. Papa était encore là, il pouvait encore marcher. Tu te souviens? À la fac d'Aix. Hein, voilà. Moi, je me souviens que longtemps après, peut-être, il y avait le gendarme M. Gaucher à Péronne. Vous l'avez connu? Non. Je vous parle de l'occupation là. Et les gendarmes, ça c'était l'habitude. Autrefois, une fois tous les 2 mois, ils passaient dans les fermes pour le personnel, des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens, Ouais. voilà, parce que souvent dans les fermes, il y a des gens qui prenaient, il y en avait qui sortaient de prison. Ah ben oui. L'autre il n'avait pas de travail. Alors, un jour on a eu un jeune qui, ça m'a travaillé, c'est la demande du travail. Il avait faim, et regarde. Et mon père, il avait pris pour quelques jours pour qu'il mange. Et puis, je ne sais plus ce qu'il faisait, près de la source, là, il s'arclait, enfin quoi. Mon père, il m'a dit par exemple, il n'y est plus aujourd'hui. Il ne s'est pas fait payer ni rien. Mais moi, je l'ai regardé ses mains. Il a disparu. Je l'ai regardé ses mains, j'ai dit, mais c'est pas un paysan, lui. Il était venu se cacher en fait. Il était venu se cacher. Et oui, c'est vraiment. Mais on n'a jamais su qui c'était. Il est arrivé 2 jours, il est parti de nuit, il est resté peut-être 8 ou 10 jours. C'est bizarre, hein? Il est mangé, il s'est un peu retapé, et il travaillait dans un champ qui était en face à la source. Mon père, il a dit par exemple, il n'a pas fini l'arrêt. Il a dit, autre truc, pas fini l'arrêt. On ne l'a jamais plus vu. Il n'a rien laissé. Quand il se couche, tous les jours dans sa chambre, parce qu'on avait 2 chambres de domestiques à Trimpas, et tous les jours, ma mère, on se méfiait, et ben, il n'y avait jamais rien qui traînait, il était toujours prêt à partir. C'était un beau garçon, et quel âge il avait? Il avait 25 ans, peut-être. Après, il y a une anecdote aussi, alors là, ça, c'est pas. Alors,
Papa, alors, ce qu'il faisait surtout, ça je vais continuer à parler de papa, après je vous parlerai d'une autre anecdote. Comme il était jeune, il avait 19 ans, il n'avait pas beaucoup de responsabilités, c'était un exécutant de la résistance. Et il me dit souvent, on faisait des petits bouts de tâches, mais on ne savait pas ce qu'il y avait avant, c'était le principe de la résistance, et on ne savait pas ce qu'il y avait après. De manière à ce que si jamais ils étaient arrêtés, ils n'avaient rien à dire, puisqu'ils ne savaient pas. Donc ils ne pouvaient rien dire. Et il nous disait qu'il transportait des armes la nuit, souvent avec M. Revest de Pérol, qui avait l'attraction avant. Voilà. Il me dit la nuit on transportait les armes avec Revest. Et Touté, voilà. Ah oui, ça je la raconterai cette anecdote, elle est aussi impressionnante. Et il portait des messages, des journaux, bien sûr. Voilà. Et la nuit, il allait ramasser, lors des parachutages faits par les Anglais notamment, il allait ramasser les armes qui étaient parachutées. Alors, où se faisaient les parachutages? À la ferme du Logis d'Anne, le long de la Durance, là. Et au Toulisson. Et au Toulisson aussi, c'est et ça. Dans un vallon qui est sur les Rages, où je suis allé en faisant les champignons, par hasard. Bah là-haut, il me dit. Je vais là-bas, je vois les champignons, je vois les cylindres tout escadassés. Putain, mais c'est un conteneur ça. Il y en a encore un, Oh, Dieu. Après, j'y allais pas pour le champignon. À force de chercher, j'ai trouvé des armes. Une arme. J'ai donné à un collègue, parce que, à Hubert de Jouque, Hubert Long. Un fusil Remington 1903. Il n'y avait plus le bois, bien entendu. Il avait eu un problème, quand il est tombé, il était largué. La crosse a dû se casser, il ne peut plus s'en servir. Mais ils l'ont laissé. Oui, bien sûr. Comme moi, la mitraillette Sten, je vous ai fait voir, qui sort de Mirabeau là-bas. Elle était neuve à l'époque. Elle était tordue. C'était neuf, mais tordu. Bon. Ils l'ont laissé. Moi, j'ai trouvé ça en faisant un champignon il y a 30 ans. Elle était à la maison. Sa mitraillette, c'était une Sten, parachutée par les Anglais. Il y avait des gendarmes qui avaient été à Pérol. Attends, laisse-moi terminer, parce que sinon on va tout mélanger. Là, donc, il faisait la nuit. Alors, lui, il était derrière la ferme de Logitane, dans la vallée de la Durance, il y avait une sorte d'esplanade. Et c'est là que les Anglais parachutaient la nuit. Et eux, leur travail, c'était d'éclairer avec des voilà, baliser le terrain. Baliser, pour que ça soit parachuté. Qu'ils sachent voilà. Et après, vite, ils ramassaient les armes. Et c'était les armes pour le maquis. Et elles étaient transportées aux différents endroits. Et à ce sujet, alors ça ne concerne pas papa. Mais papa était très, comment je dirais, il voulait vraiment qu'on en parle parce qu'il disait que les patrons, les propriétaires de la ferme du Logidane, M. et Mme Julien, faisaient partie de ces héros modestes, sans le savoir, quoi. Et ils ont fait beaucoup pour les cachets, les résistants, etc., qui étaient de passage. Le jour qui changeaient la charrette. Voilà. Et un jour, il y a un Anglais, un aviateur anglais, qui passait avec un avion, et il a été mitraillé par les Allemands, qui étaient là aussi. Bon. Et l'avion est tombé. Bon. L'Anglais a juste eu le temps de sauter en parachute. Et bien sûr, les Allemands l'ont vu, qu'il sautait en parachute. Il est arrivé dans un champ où la famille Julien moissonnait. Ils ont eu du courage. Ils ont pris cet Anglais. Ils ont mis dans la paille. Ils ont ramassé le parachute, ils ont vite fait, comme dans les films, comme on voit dans les films. Ils l'ont caché dans la charrette, dans la paille. Les Allemands sont arrivés illico avec leur jeep en disant « Vous n'avez pas vu un Anglais, etc. » Et eux, ils disaient « Non, on n'a vu personne. » C'est extraordinaire quand même. Il faut être courageux pour faire ça, parce qu'ils savaient qu'ils étaient exécutés, là, illico, s'ils étaient pris là. Et ils l'ont tout de suite
ramenés à la ferme. Et là, ils l'ont caché à l'époque. Dans les fermes, on faisait son vin soi-même. Et on avait des cuves à vin avec les carreaux à l'intérieur. Là, c'était pas les tonneaux, c'était les cuves en ciment, vernissées. Et ils l'ont caché pendant longtemps dans cette cuve à vin. La nuit, il sortait un peu, mais dans la journée, il restait caché là. Il était nourri, logé en quelque sorte, jusqu'à ce que, après, il ait été exfiltré par des résistants pour qu'il puisse retourner en Angleterre. Bien sûr. Et celui qui est venu l'exfiltrer, notamment, c'était Louis Philibert. Voilà. Et qui s'est débrouillé après de le faire rapatrier par des réseaux particuliers. Parce que c'est tout un tas de trucs, ça, on n'en sait que la moitié, on ne pas du tout. Et parce que les pilotes, c'était très précieux. Il fallait vraiment les récupérer, hein, parce qu'on en avait vraiment beaucoup besoin dans la guerre. Donc il est retourné en Angleterre, il a continué la guerre, et des années après la guerre, il revenait toutes les années pour voir monsieur et madame Jules. C'est beau quand même. C'est beau, ça, ouais. C'est beau, hein. C'est beau. Oui, il leur avait vraiment sauvé la vie, hein. Il lui avait sauvé la vie. Nous, on a fait Pouchoulin qui arrivait à cheval. Quoi? Pouchoulin, oui. Le marchand de Solidette, de la prison. C'était le plus grand magasin de chaussures. Vous vous rappelez de ça? Guindon. Guindon. Oui, Paris. Hein? Et c'est lui qui était là-haut dessus. Ouais. Et il venait à la maison, lui il venait à cheval. Il venait chercher les messages. Et c'était moi qui prenais les messages. Oui, parce que c'était un grand résistant. C'était un ami de papa, le père Guindon. Ma mère, un jour, elle m'envoie à la source, qui est à 300 mètres. Quand je vais arriver à la source, j'entends pom pom pom, ici Londres. Il y avait les Allemands au château. Josette, elle a 8 ans, elle a 8 ans. Ma mère, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Elle écoutait Radio Londres et ça résonnait dans tout le ballon. Pom pom pom, dans ce ballon-là, pom pom pom, ici Londres, oh, c'est ça. Non, mais c'est des choses que c'est tragique, on dit. Alors, après, l'anecdote aussi de la famille Tourté, de Pérol, elle est jolie cette anecdote. Oui, quand même. il planquait dans la cuve, les armes, dans la maison, sous le plancher. Dessous. Les Allemands, ils étaient à 10 mètres là. Au risque de toute la journée, ils passaient avec leur sidecar, les voitures et tout. Il y a la commandature au château. Ils passaient devant là. C'est ça. C'est quand même courageux, hein. Cette dame qui avait beaucoup d'enfants, c'était une famille nombreuse. Oui, ils sont nombreux, ouais. Ils sont nombreux, hein. C'était courageux de faire ça quand même. On en a connu des trucs, hein. Eh oui, c'était... C'est impressionnant ça. Et surtout nous, les enfants, on nous dressait. Et à pas parler, bien sûr. Oui. Est-ce que je peux vous demander si vous connaissiez à l'époque avec votre mari? Non. Après. Ah non. J'ai connu mon mari, moi, quand il est retourné d'Afrique du Nord, qu'il avait fait l'école de pilotage française, anglaise et américaine, et qu'il les avait réussi toutes les trois. Et puis finalement, il est parti à l'Amérique parce qu'il y avait Roosevelt qui voulait les jeunes pilotes français pour leur faire casser la figure au Japon. Parce que la guerre au Japon n'était pas finie. Et oui, alors le grand Charles, il a dit non. Il a été mobilisé comme ça. Oui, parce qu'en fait, papa, à la fin de la guerre ici, enfin pour la partie en Europe, comme c'était la guerre, il avait fait la résistance, mais il avait fait partie d'une génération qui n'avait pas fait le service militaire. Et non. Donc il s'est engagé. Et c'est comme ça qu'il est parti en Afrique du Nord et qu'il a été à l'armée de l'air et qu'il a été formé comme pilote. Voilà. Et il a réussi les examens, il a quand même réussi les examens français, anglais, américains. Oui, c'est beau ça. Mais bien alors, quand ils ont vu qu'on leur Charles Charlot, il a dit non. Parce qu'on étudie comme des lapins là-bas. Là-bas au Japon, c'était... Alors il est rentré, voilà. Ah oui, c'est... Et moi, je vais vous dire, il y avait eu la libération. En train de passer, il y avait une table, on était peut-être 30 à table. On mangeait ce qu'il y avait. Il y en a eu des gens de Pérol qui ont mangé à train de passe, je vous le dis. Ils
Imaginez-vous que j'avais un petit arrosoir, j'avais mon petit vélo, et j'allais chercher l'eau fraîche à la source. Et oui. Je vais chercher à la source, je me retourne et je dis à papa, mais je ne sais pas, il y a toute l'eau qui bouge dans la source, comment ça se fait? Pourquoi l'eau elle bouge? Je dis, on voit qu'il y a de la terre qui bouge. Il me dit, alors ma mère elle me dit, ah ben à quel on sort? Est-ce pas ma tête qu'à faire des sorts? Je me dis, c'est sûr que tu as bien vu? Ben, je lui ai dit oui. Mais j'étais pas encore en partie là, il arrive. Vous savez, il passait souvent ces petites troupes-là, soi-disant d'artistes qui passaient un peu partout, et ça faisait une petite soirée. Ils s'étaient fait prendre à Péronne, ces gens-là. Et on les avait logés au cabanon, complètement en haut du siphon, là, vous savez qu'il y a un cabanon comme oui, oui. Ils étaient logés là, et ils venaient chercher l'eau à la source. Quand il est venu, celui-là, il y avait le jeu. Et c'était un Allemand qui s'était caché dans la source. Il s'était caché dans la source. Alors moi, l'Allemand, il y était encore parce qu'il avait sauté dans la course. L'autre, il est venu, il avait vu l'Allemand, mais quand il est arrivé à Saint-Passe, l'Allemand, ils l'ont cherché, mais ils l'ont plus trouvé. C'était au moment où il partait, où il s'était cherché là. Non, mais on en a Ce que je vais faire, je vais aller vous chercher, parce que moi je suis juste à côté, hein, et je passe le portillon et je suis à la maison. Je vais vous chercher l'article qui est paru dans la Provence, comme ça là c'était vraiment un témoignage qui est cohérent, quoi, du début jusqu'à la fin. Il y a eu la commémoration. Non, ça c'est au moment du décès de papa. Un journaliste est venu nous voir, M. Rostand, hein, et il a fait donc un article dans la Provence qui a été long, hein, parce que c'est une demi-page, hein, et qui a été bien fait. Et je n'aurai pas le temps de faire les photocopies maintenant parce que ça serait un petit peu long. Oui, je vais prendre vos coordonnées et je fais les photocopies et je vous les envoie de ce que papa a écrit. Lui, merci. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Voilà. Et alors ça, vous l'avez sûrement entendu à Jouques, c'est que comment je veux dire, le mot de ralliement des maquisards de la région, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils étaient à Jouques? Pourquoi est-ce qu'ils étaient? Parce que ça aussi, à ce moment-là, c'est parce qu'ils préparaient l'arrivée, oui, ils faisaient des sabotages, et ils préparaient l'arrivée des Alliés, qui à l'origine devaient arriver à Marseille, puis en fait sont arrivés par Toulon, par la côte varoise, et sont arrivés par Riance. Voilà. Donc ils préparaient, ils étaient là pour ça. Ça, je veux dire, ceux qui étaient au-dessus d'eux, il y avait des mots, hein, il y avait des mots de passe, il y avait des... Et leur mot de ralliement, quand ils ont entendu ça sur Radio Londres, ils savaient qu'il fallait, ils se sont tous rendus à la ferme du Logital, enfin à la bergerie du Logital. C'était méfiez-vous du toréador. Voilà. C'était comme pour le débarquement, c'était les sanglots des violons de l'automne. Pour ici en Provence, c'était méfiez-vous du toréador. Et là, ils ont su, quand ils ont entendu ça, ils savaient qu'il fallait qu'ils se rassemblent. Dans la région RO2, comme on disait. Voilà, c'est ça. C'était le plan de... Ils montaient tout le temps dans les collines. Ils étaient tout là avec... Et je ne sais pas qui est-ce qui nous a dit qu'on avait trouvé une mitraillette dans une touffe de... Il y a quelqu'un de... Mais disons qu'à Pérols, ils ont eu beaucoup de chance quand même. En fait, ça, papa le dit. C'est que quand même, les gendarmes de Pérols ont été... normalement, ils dépendaient de Vichy, hein, donc ils devaient être contre la résistance. Ils étaient à la solde de Vichy. Voilà. Mais eux, non. Eux, ils ont été, ils ont bien, notamment, par exemple, monsieur, comment il s'appelait là Paulier. Non, je ne me souviens plus les noms. En fait, eux, ils ont aidé les résistants. Voilà. Et quand ils savaient des choses, ils ne disaient pas. Voilà. Heureusement. Au Jazz du Livre, ça, mon colline, en parlant de mitraillette, il y a un gars de Pérols, un paysan, on parle un jour de chasse, tout ça, puis, je ne sais pas, je lui dis que je m'intéressais à l'archéologie militaire. Il m'a dit, mais à tel endroit, je chassais un sanglier le jour-là. Il avait une mémoire, ce type, il s'est rappelé. Il y a une borne là, borne numéro 4. Le lendemain, j'y vais. J'ai cherché le moment, je l'ai trouvé.
À 150 mètres, elle est toute. Elle fait comme ça. Oui. Elle est passée sur une chenillette, je ne sais pas. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et à côté, plein de chargeurs, tout tordus, des cartouches de partout. Il devait s'être passé quelque chose là. Oui, c'était. Parce que nous, avec la famille de ce gendarme-là, il avait une fille qui était à peu près de mon âge, une sœur. Monsieur Gaucher. Monsieur Gaucher. Et comme il avait 4 enfants, sa sœur était descendue pour aider sa femme. Bien sûr. Et alors, vous savez ce que c'est? C'était la tradition. Les gendarmes passaient, il y avait toujours le petit déjeuner, toujours le café, toujours quelque chose. À la campagne, il y avait toujours de quoi manger. Et puis, c'est M. Gaucher qui l'a dit après. Il a dit, mais tu sais où on allait? Et il a raconté justement qu'ils allaient au Livre-Ouest, là-haut, et il nous a dit qu'il y avait un Anglais qui était en permanence. Toutes les nuits, il changeait de touffe de chaîne. Bon. Et il ne laissait jamais de traces. Et ils ont trouvé ça. Et moi, je ne me rappelle plus du nom de la mitraillette, mais c'était bien une mitraillette anglaise. Oui, mais c'est le Sten. Et justement, c'est celle qui a été parachutée par milliers. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a à Péronne, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a récupéré. Bon, je vais chercher le document. Mais c'est intéressant. D'accord, merci. Oui, c'est intéressant. Et alors, nous on était petits encore. Et puis un jour, vous vous rappelez quand il y avait M. Ollier, quand il y avait ce monsieur qui avait sa voiture de blessé de guerre, qui habitait en allant au château là-haut, en face à la maison Bourg. C'était pas le cordonnier? Non, mais ça c'est Camille Pellegrin. Oui. Mais c'était avant de rentrer sur le port du château. Ouais. Et, oui, vous savez où il habite Rogerbourg? Oui. Eh bien, c'est la maison la première maison plus haute à gauche là. Et là, il y avait un musilite à la Grande Guerre de 14 qui et celui-là, il n'a pas se faire mitrailler sur la route de Trempasse. Alors, que du monde à Trempasse, que du monde à Trempasse. Avec ça, il faudra que je vous la donne, je ne sais pas si j'allais, je vous donnerai. La libération de Péronne. Vous ne l'avez jamais lu de ma part? Vous ne l'avez pas lu sur ce papier? C'était à voir. Hein. Alors, les femmes et les enfants, dans la grande cuisine de Trempasse, sur des matelas, des paillasses qu'avait donné le château, mon père lui couchait en haut, les ouvriers couchaient dans un establon à côté, là, avec les ouvriers de la ferme, tout le monde avait trouvé sa femme. Et oui. Corvée de pommes de terre, il y en avait au moins 15 mètres, là, que tout le monde mange. On trayait la vache, on trayait les chèvres et tout le monde mangeait. Mon père, il avait tué un mouton, et tout le monde mangeait. Mais c'était ça. Et puis alors, il y avait un curé aux blanquettes. Alors, bien entendu, c'était le 15 août. Il fallait une messe, c'est pas vrai. Alors on m'a demandé, et ce brave curé, il a accepté de dire la messe. Alors la messe, avec des caisses à tomates entières, on avait fait l'hôtel, des draps de lit, le château était tout était prêt. C'est où, il y avait les balles qui passaient, au-dessus de nos têtes. On est allé se cacher un endroit pas mal, sur la terrasse du château, vous savez. Là, on était là, ça faisait... Alors, il y avait Madame Cabas-Sommer, et quand la messe a été finie, papa a fait atteler un trinque-balle, on a mis un fauteuil sur le trinque-balle, on a mis Madame Mère sur le trinque-balle, on ne savait pas ça. Et elle l'a monté aux gorges là-haut du Verdon. Bon. Elle fallait se mettre là-haut toute la journée avec ses petites. Il y avait une petite fille à chaque coin de ce trinque-balle, on avait mis des ronds en caoutchouc, vous savez. Papa, à la bride du cheval, il avait confié le cheval à personne, on pensait qu'il y avait un cabas sur le verre dessus. Il fallait faire attention, hein, parce que c'est une grande famille aixoise. Et ma foi, elle est restée là-haut, alors on lui avait porté à manger et tout. Et elle était allée dans ce vallon, le dernier vallon, enfin, avant le siphon qui monte là. Il y a des choses, des trous là-dedans. Elle est passée sa journée là-haut. Après, le soir, elle fallait la chercher, les émotions étaient passées. Mais c'est des choses, ça. Et bien, si vous le croyez, quand j'y pense là, je les vois passer. On en a vécu, hein. Ça a été
Ça a été quelque C'est l'histoire vraie. Je vais vous dire quelque chose. J'ai été vilaine, hein. Oh, que j'ai été vilaine. Imaginez-vous que, là-bas, il y a eu le jour de l'an. Et la sentinelle, elle était comme d'ici. Il y a autre loin que ça montait. Il a entendu, écoutez, tant que le monde sera monde, un jeune ou un garçon, il verra une fille, et ce sera toujours pareil. Hein. Bon, il était dans le grand entrée, là, et quand il me voit passer, il me dit, oh bon année, mademoiselle. Vous connaissez le provençal ou non? Non. Bon, ben vous connaissez. Ouais, Oh, pour la guesse. Vous avez compris, vous, hein? Vous lui respecterez ce que c'est. Bonjour, c'est pas. Eh bien, imaginez-vous. Il était content, vous ne pouvez pas savoir. Il disait, c'est ce que je t'ai dit. Ah, il était heureux, bon courage. Ouais. Oh là là. Mais. Alors, il y a autre chose qu'on n'a jamais compris. Nous avions un berger allemand. Oui. Vous savez, la place du berger allemand, dans le passage d'entrée de la ferme. Passez un Italien, un soldat allemand. Passez un Polonais, il passait. Passez un Boche, il ne passait pas. Et ouais. Et ça sentait, ça n'allait pas. Non. Et ça, c'est l'ennemi. Je ne sais pas, c'est curieux. Il y a quelque chose en eux qui... Je crois qu'ils ressentaient ce que nous ressentions. Oui, certainement. Les animaux, ils ont un sens. Ça, c'était un berger allemand. Ils ont un sixième sens que l'homme n'a pas. Oui. Et alors, il s'assoyait au milieu du passage. Vous le connaissez, le passage d'en arrière à Il se mettait au milieu. Ouais, ils montraient les dames. Et si le bonhomme il continuait, il attrapait, il descendait le pantalon. Il attrapait le pantalon, là. Et les Allemands n'ont jamais tué. Parce qu'à 400 mètres autour de la maison, il y avait la garde. Et ouais. Personne ne s'approchait. Jamais à 300 mètres, le chien, il était libre. Pardon. Puis alors, s'il y en avait un qui aboyait, et bon, le chien disait toujours où on était. Mais ça a été. Oh, alors, il y a eu le jour aussi. Là, je reconnais que quand même. Justement, j'allais parler avec une dame en gouvernement. Elle m'a dit, mais vous avez eu de la chance. Ben, je dis, on a occupé le château en train de passer. Oui. Alors, bien entendu, ils avaient tous les droits. Et ma mère, elle posait devant la fenêtre qui a au passage en train de passer, qui connaît bien. Là. Et il lui dit, madame, alors premièrement, il avait demandé si ma mère avait une machine à coudre. Elle lui dit que non, elle était fermée. Et puis un jour, il a entendu la machine à coudre. Alors il est venu à maman, il lui a dit, madame, vous m'avez dit que vous n'avez pas de machine à coudre. Pourtant, vous en avez une, elle marche. Alors maman lui a dit, oui, monsieur, qu'il soit colonel général ou caporal, pour elle, c'était pareil. Elle lui a dit, oui, mais vous savez, alors regardez, vous savez, j'ai mon grand-père, c'était Michel, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai les petits, il a dit, si je m'appelle ma fille, je ne sais pas travailler. Alors, il lui a dit, vous savez ce qu'il lui a dit, l'allemand lui a dit, madame, vous permettez que je vous envoie mon ordonnance pour faire la commandante. Maman lui a dit, oui, monsieur. Il lui a dit, écoutez, simplement, je veux que vous m'avertissiez pour que je vous prépare la machine pour travailler. Et ça s'était passé comme ça. Eh oui, bien sûr. Ils étaient là, il valait mieux être bien avec eux, parce que sinon, eux, ils avaient vite fait. Hein. D'autant plus, on avait. J'en ai parlé dernièrement avec une dame qui a eu aussi des problèmes. Elle m'a dit, mais vous avez eu de la chance de tomber sur quelqu'un du chef qui était correct. Humain. Voilà, humain. C'est pas tous des salopards, mais il y en avait beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Puis c'est-à-dire, il s'était aperçu qu'à la ferme, c'était une ferme, mais ce n'était pas un lieu de rencontre, de conflit. Oui, voilà, il n'y avait rien qui ressemblait louche, quoi. Non, mais ça l'était, mais le conflit. Oui, mais bon, c'est. Et c'était. Oh, un jour, à la libération, il fallait chercher l'eau à la source. Alors je prends mon petit arrosoir, je viens à la source chercher l'eau. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle a à la source? Toute la source, elle bouillonnait la boue dedans. Ouais, l'Allemand, qui était caché dans la. Il avait sauté. Oh, mais t'as sauté. J'ai dit, tu te rends compte, tu as pompé l'eau, il y avait l'Allemand dans la source. Non, mais c'est toutes des choses que. Et quand, à la fenêtre, le chef,
quand il a vu ma mère, vous vous rappelez, ma mère c'était une jolie belle femme, hein, et une maîtresse femme. Et il lui dit, Madame, il est venu, il a vu à la fenêtre, il est venu, il dit à ma mère, il lui a dit, Madame, si un de mes soldats, si un de mes hommes vous manque de respect, venez me le dire, il sera sévèrement puni. Eh bien, il n'a pas un garrongé. Il savait qu'ils étaient punis, mais eux, ils ne rigolaient pas. On le tuait, hein. Ah oui, On le tuait. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à 1,50 m sur la tête, ils avaient toutes les armes de mon père. Ça, ils ne le savaient pas. Les fusils, il y avait peut-être 200. Ils n'avaient pas besoin de le savoir. Non, il ne fallait pas. Mais c'était. Il y avait M. Ollier, le monsieur qui se prenait dans la carriole, là. Il disait. Toujours on nous questionnait pour voir si on répondait ou si on ne répondait pas, vous comprenez, parce que nous on était toujours dans le bouillon. Et alors, Gilbert, ben, tu sais, mon père s'appelait Gilbert, on ne risque pas de les faire parler, t'es petit, ils ne savent rien. On ne savait jamais rien. Et le jour où mon père il a échappé belle le jour, hein, parce que quand il y a eu la libération, les Allemands ils avaient un principe, s'ils voyaient le Français, ils le tuaient, et ils s'habillaient en civil. Et oui. Et vous savez qu'il y a le siphon là, on passe là-haut. Et puis il y a les grandes dalles où il y avait l'eau qui tombait là. Oui. Et mon père il allait mettre l'eau là pour arroser. Et puis c'était un beau tas. Ces gens dans la nature, ils savent beaucoup de choses. Et il était là, il met de l'eau, et puis il attendait pour voir s'il avait bien s'il y en avait assez, pas assez, en ayant relevé à marteler. Il voit une branche d'arbre là-bas qui bouge. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, mais il ne fait pas mal. Il a compris tout de suite que c'était un Allemand qui suivait Aix, le canal, pour aller se rendre à Aix, pour être fait prisonnier et pas être tué. Papa, il a dit, j'ai jamais descendu la colline aussi vite. Parce qu'il tuait les Français pour leur prendre les vêtements civils. Et bandits. Alors, quand ils avaient les vêtements civils, après, ils n'étaient plus considérés comme Allemands. Et quand ils arrivaient à Aix, ils étaient faits prisonniers. Et sinon, tu rencontrais un Français comme ça, il le tuait pour lui prendre les vêtements. Effectivement, il y a déjà des belles. Ah oui, mais il y a eu beaucoup de choses comme ça, c'était pas facile, non, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais on était toujours, comment je vous dirais, on était toujours sous la peur. Bien sûr, quand ils étaient là. Et alors justement, après quand la guerre a été finie, peut-être 4 ou 5 ans, les gauchers nous ont invités là-haut dans la Loire où ils étaient. Alors mon père, il lui a dit, M. Gaucher dit à mon père, alors Gilbert, tu le savais où ce qu'on faisait, où on allait, quand on passait te voir à la ferme? Mon père, il a dit, je sais que tu aimais bien le jambon et le saucisson. Je suis arrivé, on les faisait manger, qu'est-ce que vous voulez? Et quand tu as quelque chose de plus, et puis ça y était, c'était sale. Il a dit, voilà, c'est là qu'il lui a expliqué qu'ils étaient en contact humain avec l'Anglais. Il savait qu'on était venu le chercher, il savait tout. Ça ne nous regardait pas. Hein. Mais, alors, quand vous avez vécu tout ça, ça fait... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Oui. Et le jour de la libération aussi, hein. On a eu une trouille. Moi, alors, le soir, on s'était mis aux arbres, vous savez, là, où un peu plus bas que la remise, où on sort, là, il y a un pont, et puis le dessous, il y a un grand champ. Alors, on était là, on disait, mon Dieu, ils sont rentrés en ces jours que demain, ils sont ici. Alors, on se disait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On ne savait pas par où ils allaient passer, ni rien du tout, vous comprenez? Alors, on était... Et puis après, ça s'était tassé pendant la nuit, le matin, ça. Le matin, ils étaient dans Péronne. Et Péronne, il a été pris et repris. Hein. Et ça a failli faire des dégâts à Péronne. Et puis, finalement, c'est là que, évidemment, on était, je ne sais pas combien de jeunes, une dizaine. Et mes parents nous ont dit, il y avait un mort sur le champ là-bas. Ouais. Vous savez ça? En allant à Mérargues, oui. Vous savez qu'il y a un petit joli cabanon là, vous le savez ça? Ouais, moi j'en avais parlé, ouais. Vous savez que c'est il y est toujours enterré, mais je crois qu'il y est toujours. Parce que après, longtemps après, on avait, Juliette était grandette, et elle avait peut-être 5 ou 6 ans,
On passe avec la 4 chevaux, on passe. Mon mari, je dis, mon Dieu Roger, il y a un crâne, il y a un crâne. J'ai dit, c'est le crâne de l'Allemand. Il y a quelqu'un d'intelligent, il faut être intelligent, hein, qui avait planté un crâne sur le bâton, il l'a mis à 4 ou 5 mètres dans la route. Je trouve ça intelligent, moi. Bon, c'est pas trop malin, ouais. Si c'était un nom de bœuf ou de choses comme ça, oui. après tout, moi je savais ce que c'était. Mais il y en avait beaucoup qui sont passés avec un crâne humain. Il doit toujours y être de mort. Hein. Vous savez, ce ruisseau-là, en face le cabanon, on le prend, il y a un moment où il fait une courbe. Ce ruisseau-là, vous le regarderez. Il part du bord de la route, il longe la route. Et puis il y a ce cabanon à droite, là, un joli petit cabanon. Et si vous regardez en face le cabanon, là-bas, le ruisseau fait une courbe et il était là, le bord. Alors là, j'ai été dégoûtée. Ce que j'ai vu, c'était le monde de la guerre, c'était le monde de la guerre. Ce qui tire au soleil, là. Oui. Ouais. Et ce que j'ai vu, comment je vous dire, on était curieux d'aller voir un Allemand mort, on n'a pas été pacifique. Non, mais de voir un mort, on est allé là-bas. Les gens, il y en a qui le déshabillaient à moitié pour lui prendre les vêtements. Il n'avait plus qu'un ceinturon, il n'avait plus rien. Il allait éclater cet homme, il n'était pas vieux, il avait 45 ans à peu près. Et là, vous voyez, messieurs, dames, il y a quelque chose qui m'est resté, j'étais gamine, parce que j'avais 14 ans. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi j'ai pensé à autre chose, j'ai dit, mon Dieu, il a peut-être une femme ou des enfants. Bien sûr. Et là, il est là, quelqu'un qui le mange. Vous voyez, c'était des choses de gamine. Pourtant, j'avais déjà encaissé tout. Oui, mais on y pense. Hein. On y pense. On y pense. Et puis un jour, on passe avec la 4 chevaux, il y a quelqu'un de très intelligent qui a 10 mètres de la route, il a mis. Quand on trouve quelque chose d'humain, le mieux c'est de faire un tour, de le réenterrer. Il ne faut pas le mettre comme ça. Non. Pas beau. Et là, on était quelques-uns, on était une dizaine, et tous ont poussé notre vélo, on a traversé le champ comme ça, et il était miné, pareil, et nous n'avons pas sauté. Oh non, c'était. Mais on a eu des temps difficiles, hein. Et on était toujours sur les gardes, toujours. Et moi, je sais que. Et on a eu de la chance. Ce qu'on nous avait mis, l'allemand, on ne sait pas ce que c'était, parce que c'était pas tout, ils ne faisaient pas tous le même travail, vous comprenez? Bien sûr. Et le chef, il était venu à ma mère, il avait dit, Madame, vous êtes jeune, vous avez une grande fille, si elle ne les a vous manque de respect, venez me le dire, il sera sévèrement puni. Elle aurait tué, hein. Il fallait que ce soit correct. Oui, non mais. Il fallait qu'on marche. Voilà. Ce qu'ils nous ont dit de faire à nous, il faut faire qu'on fasse. Mais eux, et ça a marché grâce à ça. Oui. Sinon, là, ils rouillaient tout le monde. Hein. Ah oui. C'est pas la vie de quelqu'un qui les gênait. Hein. Ah non. C'est comme s'ils avaient tourné le petit papier de jour, il y en avait Mérarde, Perron, le jour que Saint-Paul, tout y passait. Ils étaient tous tout le canton. Et vous savez, on ne parlait pas facilement. Hein. Nous les petits, on nous demandait quelque chose, on était bêtes à cette époque. On baissait la tête, on savait. Il ne sait pas. Et alors, selon ce qu'il me dit, moi je vais à mon père, je dis, c'est pas papa. Celui-là, il m'a demandé ça, il me dit, tu n'as rien dit, je dis, non, je n'ai rien dit. On était prudents, hein. Ouais. Mais ça a été une dure époque. Ça a été dur. Et alors, il y avait des Italiens, chez eux, c'était des boys. Ils tuaient une vache, et ma mère, quand ils allaient jeter les tripes, à ce moment-là, vous savez, les tripes c'était quelque chose, hein, les tripes de les manger. Et alors, maman nous a dit si elle pouvait les prendre, quoi, les soins. Et c'est les Italiens elle a dit aux Italiens, elle a dit, qu'est-ce que je voulais faire, comme ça. Il a dit, allez, on va te les nettoyer. Alors ma mère lui a dit, écoute, tu me nettoies, il fallait dire au-dessus parce qu'on ne prenait pas le vous, hein. Tu sais, tu vas les nettoyer, après moi je finirai, et puis je te donnerai à manger. Et une fois par mois, il tuait une vache, mais tout le monde mangeait les radounes. Voilà. C'était. Il n'a rien perdu. Eh, sûr. Oui. Mais
Et cette table. Alors, à la maison, les stablons, c'est pour les hommes. Et ils couchaient sur les chalits que les Allemands avaient laissés quand ils étaient partis pour la bataille d'Italie. Oh putain. Alors j'étais à côté, vous savez, quand on rentre dans notre passe, dans la cuisine, Oui. il y a une fenêtre, et là c'était la vieille ferme, ça qui date du temps de la ville d'Arles. Ils couchaient là. On a récupéré tous les chalets des Allemands, on l'a mis là-dedans, et c'était les autres, les Français qui couchaient après. Et les femmes, tout le monde, femmes et enfants, dans la cuisine. Alors, mon père, il fallait qu'il reste couché le matin, jusqu'à ce que toutes les dames habillées, les petits, soient levés. C'était. Il y avait le lait, on avait la vache, alors on trayait la vache, on trayait les chèvres qui voulaient le lait de chèvre, qui voulaient le lait de vache. C'était très. Et tous les jours, corvée de patates, corvée de ceci, corvée de cela. Et tout le monde. Remarque, il y en a pas beaucoup qui ont remercié. Ouais. C'était pas fait pour ça. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais enfin, je reconnais que le matin de la libération, de la Pinède, on est allé se mettre sur la terrasse du château. Il n'était pas bien, hein. Mais c'était ça a été une sacrée période. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais comment on a fait? Et il y avait, je pense que c'était Guindon, il venait à cheval, lui. Qui aurait pensé qu'il arrivait de Ligourès, il maquillait de Ligourès à cheval, et c'est moi qui prenais les messages à la radio. Oui. Il n'y avait pas d'homme qui venait. C'était une merdeuse qui s'occupait de la télé, qui écoutait la musique. Avec un tricot dans les mains, parce qu'il fallait toujours travailler. Bien sûr. Et alors, il y avait le Pépé Michel, des fois aussi, il faisait des repérages. Vous l'avez connu, le père Michel Sidon, vous l'avez connu. Hubert Arbaud, vous le connaissez. Hubert Michel, vous le connaissez, qui ont la maison à côté de la grosse maison de mes parents. Il y a une maison que c'est pas les Dozol, c'est une famille de Perron qui a cette maison. Puis à côté, il y a une villa avec un beau jardin. Et ça, c'était la villa du père Michel, le fils du père Michel qui est venu nous garder le troupeau. Ah ouais. Mais c'était pas facile. Et le père Michel, il faisait du repérage. Selon ce qu'il voyait, il circulait. Ah, nous, on ne savait pas toujours. On n'était pas trop bêtes, alors on avait compris. Alors on allait ailleurs, de toute façon, on ne voulait pas qu'on le sache, on ne le saurait pas. Hein. Et le jour où je suis allé chercher l'eau à la source, qu'il y avait l'allemand dans la source, alors là, c'était le bouquet. Et ça, si on n'a pas vécu, on ne croit pas. Hein. Mais le père Ordron, il avait eu peur ce jour-là. Et ouais. Il a dit si. Parce que lui, vous comprenez, ils avaient toujours une arme quand même. Il avait une arme. Et s'il était habillé en civil déjà, il n'a pas vu s'il était en civil ou en militaire, hein, quand il est parti. Ça, il n'a pas trop eu le temps. Mais non, c'était quelque chose. Il fallait. Après qu'on a réalisé ce que là. Et le soir où il y avait la bataille à Antoré, à Séjouk, on était au pied des chênes, et alors là, moi j'ai dit à Marie, notre Marie communale, vous la connaissez, j'ai dit Marie, moi j'ai vu ce que personne n'a vu à Pérol. Elle me dit qu'est-ce que c'est? J'ai dit ta mère et ta tante en petite chemise. Comment ça se fait? Ça c'est lui, ça en pérolaise. Alors c'est pas du tout, c'est que le chemin il n'était pas goudronné encore, il était empierré. Avec sa fameuse, quand je vois la carriole, chaque fois j'y passe, elle a toujours la carriole. Ça faisait un potin. Oui. On aurait dit le char d'assaut qui montait. Ça fait du bruit, ça. Et comme c'est rentré dans le chemin de la ferme, après, là, ça faisait plus de bruit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et personne ne bougeait. On se disait, qu'est-ce que c'est? Et puis on s'est aperçu que c'était des civils qui arrivaient. Ah. Ces dames, elles étaient toujours tout en noir. Alors on est venu, et on leur a fait la place aussi. Alors un jour, j'ai dit à Marie, moi j'ai vu, j'ai dit, c'est chez toi, ce que personne n'a jamais vu à Pérol. Elle me dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ta mère et ta tante en chemise.
fallait la faire, celle-là. Parce que vous les avez jamais vus. Vous n'avez pas eu les dames au chapeau vert à l'école, vous? Non. Non. C'était une représentation des dames, vous savez, comme on aurait dit des religieuses, avaient les chapeaux jusque-là, bien la ceinture fermée, les robes jusqu'aux pieds. Elles étaient 2 sœurs ou 3 sœurs, je ne me rappelle plus. C'était très impressionnant, bon, ça. Alors, d'ailleurs, on les appelait ces dames au chapeau vert. C'est nous, les jeunes, qui les avions baptisées comme ça. Mais, Marie Renaud, quand elles sont arrivées le soir là, au pétard, qu'elles se sont mises en chemise, ces femmes. Et quand moi j'ai dit jamais les autres. Ah, elle a. C'était vraiment. Non, ça a été l'époque. Mais quand même, le jour où on avait tué cet allemand à la rose là-bas, et que mon frère n'était pas venu à l'île de ma mère, moi j'étais derrière derrière le dos, placard, et ma mère elle était droite, on ne voyait pas, hein. Il avait tué l'allemand. Voilà. Alors, je sais pas, finalement, j'ai fait les photocopies, comme ça vous avez tout. Ah, merci. Alors, voilà, je vais vous montrer. Je vous laisse terminer peut-être si vous faisiez des... Non, voilà, merci beaucoup. D'accord.